Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de prendre à nouveau ce rendez-vous dominical consacré à l'analyse de l'actualité sociopolitique au Bénin. Votre émission Sans détour de ce dimanche 22 avril 2018 continue de faire le bilan des 2 ans de gestion du régime de la rupture. Que retenir des réformes politiques et institutionnelles du nouveau départ? C'est la principale question à laquelle notre invité va répondre sans détour. Ancien conseiller technique au secteur privé du ministre d'État Bio Tchane, il est juriste d'affaires, diplômé de l'université Paris de Panthéon-Assas. Il est un observateur averti de la vie politique béninoise. Nouroudine Sakasalé est notre invité. Il s'est lancé définitivement en politique en annonçant sa candidature aux prochaines élections législatives à Cotonou. Pendant 60 minutes, il va se prononcer sur la vie politique béninoise à l'ère du nouveau départ. Pour la conduite de cette tranche d'antenne, nous sommes deux comme toujours. Samuel Salem Zoumto, bonjour. Bonjour Ingrid, bonjour à tous et bonjour à vous Nouroudine Sakasalé. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous avez annoncé votre candidature pour les élections législatives prochaines. Mais avant cela, vous avez été conseiller technique du ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane. Quelques mois juste après votre nomination, vous avez été éjecté de votre poste de conseiller technique. Alors aujourd'hui, on vous sait très actif sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que cela voudra dire que vous êtes du coup un opposant au régime en place ? Alors au Bénin, pour être taxé d'opposant, c'est plutôt facile. Il suffit de ne pas applaudir bêtement ce qui se dit par le gouvernement ou les décisions prises par le gouvernement pour être taxé d'opposant. Alors si c'est cela, être opposant, si c'est réfléchir, être d'une certaine manière objective, alors j'assume à 100% être opposant. Si être opposant aussi, c'est ne plus vouloir se mettre dans une situation de subordination à l'égard de certaines institutions de l'État ou revendiquer une certaine capacité de réflexion personnelle, j'assume à 100% être opposant. Mais si nous sommes dans un État où on accepte la tolérance, où on est dans le culte de la différence d'opinion, alors je pense que ceux qui me traitent d'opposant, c'est plutôt ceux qui sont obligés de justifier leur statut de zélé supporter du régime avant d'exister. Moi, Dieu merci, j'ai la possibilité de me nourrir, de me vêtir sans avoir à travailler pour le gouvernement ou sans avoir à justifier du fait que je suis mouvancier ou opposant. Donc, selon l'optique dans laquelle on se place, selon le type de jugement que l'on fait, si on est prêt à accepter une certaine contradiction ou une certaine expression d'une opinion objective, je suis dans un ou dans l'autre cas celui que vous voudrez. Donc c'est à vous de voir si vous me considérez comme un opposant ou si vous me considérez comme un libre penseur, une personne qui assume ses opinions et qui les porte de manière fière et assumée. Je crois que les auditeurs même auront à tirer leurs propres conclusions. Alors il y a un adage qui dit qu'on ne combat pas un système auquel on appartient. Vous avez été conseiller technique d'un ministre d'État. Cela voudra dire que vous appartenez à un régime, mais que vous avez voulu délibérément critiquer. Alors, est-ce que cela voudra dire que c'est votre liberté que vous avez exprimée, quand bien même vous appartenez à un régime? Alors, honnêtement, je ne savais pas qu'en donnant mon avis à 2 amis de la presse qui m'ont demandé individuellement mon avis sur la cellule d'analyse des arrêtés, je ne savais pas qu'en donnant mon avis, il serait rendu public. Je ne leur en veux pas d'avoir rendu cet avis public parce que s'il était idiot et stupide, ils ne l'auraient pas partagé. Donc, j'ai découvert à ce niveau-là, puisque ce n'était pas la première fois que je m'exprimais publiquement sur des questions qui avaient trait aux décisions du gouvernement. Par exemple, quand on était allé en Arabie Saoudite avec les députés Bagoudou, Adam et Rachidi Gbadamassi, il y avait une polémique qui avait enflé comme quoi le ministre d'État était parti avec 2 députés de l'opposition puisqu'ils étaient encore FCBE en ce moment. Donc, j'avais écrit un papier que j'avais diffusé par les réseaux sociaux, mais à ce moment-là, je n'avais pas été taxé d'opposant et je n'avais pas été limogé, puisque j'avais défendu et expliqué pourquoi les députés Adam Bagoudou et Rachidi Gbadamassi étant de la 8e circonscription, le projet pour lequel on était allé à Jeddah concernait la 8e circonscription, donc il fallait qu'on les amène justement pour servir de relais au niveau de la population. Donc c'était pour moi une preuve en fait de l'acceptation de la différence, puisqu'ils étaient députés FCBE encore à ce moment. Le fait qu'ils aillent avec un ministre du gouvernement Talon, pour moi, c'était même l'exemple patent de la tolérance que cultivait le régime Talon. Donc, à ce moment, je n'avais pas été considéré comme étant hostile. Et pour revenir à l'opinion dont vous avez parlé, personnellement, je n'estime pas que c'était une critique, c'était plutôt une petite recommandation parce que je disais juste que
la cellule en question allait poser un problème au niveau constitutionnel dans le sens où les ministres ne sont responsables que devant le président de la République. Quand on vient mettre maintenant un service de l'État, même s'il est logé à la présidence, pour contrôler a priori les actes des ministres et des préfets, avant que ceux-là ne les signent, j'ai trouvé que ce serait une certaine manière de contrôler le pouvoir de principe d'un ministre qui est celui de prendre un arrêté ministériel. Et j'ai trouvé aussi que c'était un problème de conflit d'autorité que ça allait poser, dans le sens où mettre le préfet et son ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de la décentralisation, comme interlocuteur d'une même cellule à la présidence, ça peut amener en fait le préfet à s'estimer aussi légitime que son ministre de tutelle. Et ça n'a pas manqué. La décision, par exemple, par arrêté préfectoral qui a été prise sur le paiement dans les supermarchés a été rapportée par le ministre de tutelle. Il y a une autre décision aussi qui a été rapportée sur l'interdiction des marches qui a été rapportée cette fois-ci par la présidence. Donc je trouvais que cette cellule pouvait peut-être créer des conflits d'autorité entre ces personnes et c'est dans ce sens que je m'étais exprimé. Mais bon, la décision a été prise de me relever de mes fonctions sur cette base-là. J'assume ce que j'ai écrit et je respecte aussi la décision du Conseil des ministres qui est quand même l'instance de décision la plus importante dans notre pays. Ce débat se poursuit. Je rappelle à nos amis auditeurs que ce débat se passe en direct sur le site, sinon sur la page Facebook du journal en ligne à cotonou.com. Donc tapez simplement à cotonou.com sur Facebook. Vous pourrez suivre ce débat en direct comme ça se déroule dans ce studio. Noureddine Saka Saleh, quel bilan général peut-on faire aujourd'hui des réformes institutionnelles et politiques entreprises par le régime de la rupture? Alors, je vais me permettre de me fâcher contre vous, les journalistes, aussi bien jeunes que vous soyez. On ne peut pas vous dire que vous n'avez pas de l'expérience. Alors, dans le cadre d'un bilan du gouvernement, je pense qu'il faut arrêter de demander aux citoyens de faire le travail du gouvernement à leur place. Ah bon. Personne ne peut faire le bilan du gouvernement en dehors du gouvernement lui-même. Mais vous êtes observateur de la... L'observateur n'a pas les informations qu'il faut de manière claire, précise et concise pour opiner sur le bilan d'un gouvernement. Le débiteur du bilan du gouvernement, c'est le gouvernement lui-même. Mais votre question m'amène deux réflexions. La première, c'est que ça donne l'impression que malgré que le gouvernement est en train de s'essayer à cet exercice-là, c'est un peu comme si vous n'étiez pas encore satisfait de ce qui est dit par le gouvernement et que vous sentez le besoin d'aller rechercher dans l'opinion publique des contre-bilans ou des appréciations sur le bilan. Si vous me parlez de l'appréciation du bilan qui a été fait par le gouvernement, je peux comprendre. La deuxième réflexion que ça m'appelle, c'est un peu comme si vous n'êtes pas assez rassuré par ce qui est fait et visible sur le terrain. Mais est-ce qu'on peut se contenter d'entendre un seul son de cloche? Bon, je comprends, mais je ne suis pas non plus la personne la mieux placée, au même titre qu'une institution, pour venir faire le bilan. Si vous me demandez d'apprécier, je peux comprendre. Alors, mais faire le bilan... Alors, bon, je peux en parler en tant qu'acteur, même si je n'ai passé que 4 mois au sein du cabinet du ministre d'État. Je peux parler de ce qui a été fait. Mais pour cet exercice, je pense qu'il faut qu'on évolue de manière assez cartésienne. Avant de faire le bilan de quelque chose, bilan, les comptables vous le diront assez facilement, ça fait appel à deux notions, actif et passif. Actif et passif. Donc, de tout temps, j'entends souvent parler du bilan, mais on ne parle que de réalisation. On ne parle pas de ce qui n'a pas été réussi. Parce que dans une action, il n'y a pas que des réussites à chaque fois. Donc, pour parler de bilan, il faut déjà qu'on puisse partir de ce qui était prévu et ce qui était annoncé comme projet ou programme. Donc, le président qui est aujourd'hui en place, c'est le président Patrice Talon. Le programme du candidat Patrice Talon avait déjà énuméré un certain nombre d'actions. Le programme était éminemment politique, mais avec la conjonction de la coordination de la rupture qui a connu en fait l'ajout de 25 ou 26 candidats pour le second tour de la présidentielle. La coalition de la rupture. La coalition de la rupture, on peut dire d'ores et déjà que le bilan originel du président Patrice Talon a d'une certaine manière été dilué et la plateforme programmatique qui a été constituée par la suite a pris en compte les apports de candidats comme celui que je soutenais, Abdoulaye Biotchane, celui de Pascal Irené Koupaki, mais les réformes politiques sont restés en très bonne place au sein du programme d'action du gouvernement. Le programme politique du candidat Patrice Talon a évolué vers un programme d'action du gouvernement, dont nous avons tous vu les effets et tout cela. Donc aujourd'hui, il faut qu'on commence à partir de ce qui était prévu et voir ce qui a été réalisé. En termes de réalisation, il faut catégoriser celles qui étaient prévues et celles que la gouvernance, au fil de
l'exercice du pouvoir a dû introduire et amener dans le sens de régler des problèmes conjoncturels et structurels. Donc, pour partir d'abord des premiers cas, c'est-à-dire ce qui était prévu, je vais aller seulement sur les réalisations dont j'ai été témoin. La première, c'est d'abord la réduction du train de vie de l'État. D'une certaine manière, je suis la preuve vivante de ce qu'on appelle la réduction et de la rigueur budgétaire. Parce qu'avant, dans les cabinets ministériels, la plupart des conseillers avaient des primes faramineuses. Bon, je ne vais pas dire faramineuses, hein. C'est relatif. Mais à ma nomination, j'ai vu que les primes avaient été supprimées, tout ce qui était prime d'indemnité de comité, de participation à une commission. Donc, on a passé un certain temps. Moi, j'ai fait du début jusqu'à la fin de mon service à la nation auprès du ministre Abdoulaye Biotchane sans avoir reçu une prime quelconque. Donc, même quand vous voyagez? Non, ça, ce sont des frais de mission. J'ai voyagé une ou deux fois. Donc, c'est pas assez consistant pour constituer un revenu pour quelqu'un. Donc, à ce niveau, on peut déjà dire qu'on l'aime ou pas, d'une certaine manière, que c'était un certain courage qui a été pris de supprimer certaines choses. C'est une réussite. C'est une réussite, même si les fonctionnaires en ont, d'une certaine manière, ressenti les effets un peu plus pervers que ceux qui étaient membres des cabinets. Donc, moi, à mon niveau, je peux comprendre, puisque je n'étais pas venu à cette fonction-là dans le but de m'enrichir ou autre chose. Donc, ça, c'était une décision courageuse à prendre. La réduction du personnel au sein des ministères, c'est-à-dire autour du ministre, le cabinet politique. Le cabinet était un peu trop pléthorique. Des postes, en fait, qui arrivaient à même se marcher sur les plates-bandes de l'un ou de l'autre. Ce courage aussi est à saluer. Donc ça, ce sont les décisions courageuses qui ont été prises. Ensuite, si on doit parler maintenant du point de vue structurel, il y a à l'actif du gouvernement, en termes de réalisation, le vote sur le vote de la loi sur l'installation des tribunaux de commerce, qui, dans le cadre du secteur privé, les entrepreneurs vous diront que ça a été une des avancées les plus importantes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans un système de grève où les magistrats sont en grève, mais le tribunal de commerce, lui, fonctionne normalement. C'est-à-dire que les entreprises, dans le cadre d'un contentieux, ne se trouvent pas exposées, en fait, aux affres de la grève. Donc ça, là, c'est un point positif à signaler. Le vote de la loi sur le crédit bail, c'est-à-dire pour permettre aux entreprises et aux institutions de pouvoir s'équiper sans avoir à débourser des sommes importantes à l'entrée en exercice. C'est quelque chose qui, je vous le dis, peut satisfaire pleinement les entrepreneurs. Le vote de la loi sur les partenariats publics et privés, qui est un excellent moyen de financement de l'économie, c'est-à-dire qui permet en fait à l'État de pouvoir réaliser des infrastructures et des services sans avoir à budgétiser forcément le coût total de cette exploitation-là en début d'année ou en début de budget. Donc tout cela, ce sont des avancées qui devraient pouvoir permettre en fait à notre économie d'être un peu plus dynamique. Maintenant, l'environnement macroéconomique amène un peu à se poser des questions sur l'effectivité du bénéfice de tout cela. Mais ce sont des circonstances qui sont exogènes en fait à la gouvernance, qui ne sont pas du fait de la gouvernance, mais qu'il faut quand même saluer. Tout dépend ensuite de la manière dont c'est exploité par les acteurs économiques et par le gouvernement en lui-même. Ensuite, pour commencer à parler maintenant de ce qu'on peut appeler des couacs, le programme politique du chef de l'État était beaucoup plus centré sur les réformes institutionnelles. Maintenant, aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, on peut dire que le plus gros échec a été le rejet de la procédure de révision de la Constitution. Personnellement, j'étais pour cette révision parce que j'estime que depuis 1990, le temps a évolué. Nous avons grandi. Vous avez grandi. Les besoins ne sont plus les mêmes. Les réalités institutionnelles et politiques ne sont plus les mêmes. Donc, arrivé à un certain moment, il faut pouvoir s'asseoir et dire, il faut quand même que nous nous adaptions à l'ère du temps. Il faut que nous nous adaptions à l'évolution du monde. Il faut que nous nous adaptions aussi à l'évolution de nos pratiques politiques. Il y a certaines choses dans la Constitution qu'il faut forcément revoir. Mais la réforme en elle-même n'était pas mauvaise. J'aurais souhaité qu'on aille tout au moins au débat parlementaire pour que le député puisse utiliser son droit d'amendement pour apporter les modifications qu'il veut. Mais est-ce que ce n'est pas la langue trop déliée du ministre de la Justice qui a contrarié les choses au niveau du Parlement? Non, on ne va pas flageller le ministre de la Justice uniquement. Dans ce cadre-là, il faut avoir une certaine tendance à la responsabilité collective. S'il y a eu un échec, il faut que le gouvernement
et ses partenaires à l'Assemblée assument collectivement cet échec. Mais pour moi, ce n'est pas encore un échec puisque le mandat n'est pas fini. Le président Patrice Talon a encore 3 ans pour réintroduire son projet comme il le veut. Le président Patrice Talon a été le président le plus chanceux parce que c'est le seul qui a eu un gap de 3 années entre son élection et les prochaines élections. Donc, il avait tout le boulevard qu'il lui fallait pour introduire en fait toutes les réformes, ce qu'il a fait. Mais mon modeste œil d'observateur peut dire que ces réformes ont péché par un manque d'inclusion. C'est-à-dire, il ne faut pas un projet aussi important que notre loi fondamentale, il ne faut pas que ça soit décidé et vulgarisé ensuite. Non. Il faut associer à la conception tout ce qui doit, puisque ce sont nos libertés fondamentales qui sont concernées. C'est le fonctionnement de nos institutions publiques qui est concerné aussi. Donc, plutôt que de se comporter en érudit, c'est-à-dire à un certain niveau d'intelligence qu'on ne leur conteste pas du tout, et décider de certaines choses, puisqu'il y a certains députés qui se sont plaints de ne pas avoir reçu ce projet de révision de la Constitution à temps ou dans des délais donnés. Il y a une certaine frange des députés qui étaient acquis au pouvoir, qui eux avaient les informations privilégiées et qui pouvaient aller faire le débat avec leur mandat. Les autres continuaient à se plaindre du fait qu'ils n'avaient pas ce projet. Secondo, un projet aussi important que la révision de la Constitution ne doit pas se murmurer un peu comme une vérité de couvent, comme un secret secrètement gardé ou jalousement gardé et qui est seulement donné à la population. Dans la procédure normale d'adoption de la modification de la Constitution, sauf à avoir obtenu les 4/5e, c'est-à-dire 67 députés sur les 83, il faut passer à la phase du référendum. C'est-à-dire donc que les initiateurs de ce projet, que ce soit les députés ou le gouvernement, ou que ce soit concurremment fait, devraient pouvoir se dire « Ah, attention, il se peut que nous soyons amenés à aller draguer les populations pour qu'elles adoptent ce projet. » Mais cette prudence-là n'a pas été mise en œuvre. Ouais, le gouvernement était trop sûr de lui-même ou bien ça a été mal ficelé? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Je dis juste que ce projet a péché par manque d'inclusion. Est-ce que vous donnez raison, Nouroudine Saka Saleh, à ceux qui pensent que le gouvernement n'écoute pas les citoyens, que le gouvernement fait souvent un passage en force? Je suis souvent très surpris et un peu amusé quand, avant d'arriver au pouvoir, les dirigeants parlent de nous parlons pour le peuple. Et une fois qu'ils accèdent au pouvoir, dès qu'il y a des contestations, ils disent que ce n'est pas la rue qui gouverne. Donc le même peuple passe du statut de peuple à celui de rue. Donc écoutez un peu les discours aujourd'hui et vous entendrez, ce n'est pas la rue qui décide, ce n'est pas la rue qui gouverne. Alors que cette même rue-là aujourd'hui était le peuple pour lequel on se battait. Était le même peuple avec lequel on marchait, habillé de certaines tenues, d'une certaine couleur donnée. Donc pour moi aujourd'hui, ce n'est même pas flatteur qu'un gouvernement dise ou assume le fait qu'on dise qu'il n'écoute pas le peuple, puisque la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc le dire, c'est ne pas déjà reconnaître les principes de base de la démocratie. Alors, vous venez de faire le bilan, sinon vous venez de donner votre appréciation comme vous le dites, sur les réformes administratives et institutionnelles. On va évoluer en ce qui concerne le côté social. Qu'est-ce qui a été fait, selon vous? Alors, il y a quelque chose que je suis surpris de ne pas entendre dans l'actif, dans les réalisations du gouvernement. Depuis que je suis un peu les ministres se succéder sur la chaîne nationale ORTB. Bénin en chantier. Voilà, Bénin en chantier, où ils font le bilan, où ils font secteur par secteur. Voilà, secteur par secteur. Je n'ai pas entendu parler de l'opération de libération des espaces publics. C'est à mettre à l'actif du gouvernement. Je ne sais pas s'ils n'en sont pas fiers, mais c'est quand même une action réalisée par le gouvernement. Mais je n'en entends pas parler. Est-ce que c'est parce qu'ils estiment eux-mêmes de manière insidieuse qu'il faut le mettre dans le passif, c'est-à-dire dans les mauvaises réalisations, ou alors, mais moi je le considère de manière naïve et stupide comme étant une réalisation du gouvernement? Qui ne serait pas content que l'espace public soit beaucoup plus aménagé? Non, mais déjà en parlant du projet d'asphaltage, on parle déjà de deux jardins réalisés à Cotonou aussi. Deux jardins déjà réalisés. Alors, les autres qui sont en cours de réalisation. Vous êtes responsable si vous voulez vous satisfaire des promesses. Moi, je ne suis pas au stade des promesses. Je préfère plutôt que les actes parlent.
Je préfère que les actes parlent. S'il faut justifier une action politique, une action sociale ou bien une action économique de grande envergure par le fait d'avoir fait 2 jardins ou bien d'avoir mis des feux tricolores à certains endroits, j'estime que c'est le minimum auquel un peuple doit s'attendre. Le peuple, si on doit venir lui promettre de faire des feux tricolores, c'est qu'on est vraiment encore très loin de ce qu'on appelle les droits du citoyen. Parce que l'un des droits du citoyen, c'est la libre circulation et la circulation en sécurité. Si aujourd'hui, on ne peut pas compter sur les feux tricolores pour circuler en toute sécurité, c'est qu'on est nous-mêmes encore très loin et nous devons avoir un degré d'exigence qui doit permettre en fait à nos dirigeants de ne plus venir nous présenter certaines choses qui sont du domaine de la normalité de l'exercice du pouvoir comme étant des réalisations et des prouesses données. Donc pour moi, je ne comprends pas pourquoi la libération des espaces publics n'est pas présentée comme à l'actif du bilan, puisque c'est une décision courageuse qui a été prise. Non, mais là, c'est un projet en cours. Non, la libération est déjà close. Oui, la libération. Elle est déjà close. Le projet asphaltage. On nous a promis que déjà dans la deuxième moitié de l'année 2017, dans le mois de juin déjà, que toutes ces communes seront en chantier, on va mettre des pavés partout. Mais depuis, est-ce que vous avez vu des pavés, vous? Je vois des pavés à Cotonou depuis que je suis tout petit. Donc, je pense que le Bénin n'a pas attendu le projet asphaltage pour avoir des pavés. Si l'asphaltage, c'est les pavés, donc ce n'est pas une nouveauté. Si l'asphaltage, c'est autre chose, et je vois que vous ne savez pas ce que c'est que l'asphaltage. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas cultivé? Je ne crois pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'informations précises, puisque le gouvernement lui-même n'a pas précisé ce qu'il met dans l'asphaltage? Je vois encore, comme je dis tout à l'heure, il y a un péché par non-inclusion. C'est-à-dire que les thèmes sont lancés comme ça, les projets sont lancés comme ça, mais personne aujourd'hui ne sait concrètement ce que recouvrent tous les projets qui sont présentés par le gouvernement. Tout est déjà inscrit dans le PAG. Oui, tout est inscrit dans le PAG, je suis d'accord avec vous. Mais entre une idée inscrite dans un papier et un projet, c'est-à-dire le projet, ma déformation professionnelle me fait dire qu'un projet, c'est quelque chose qui a déjà dépassé l'étape des études de faisabilité. Tout au moins. C'est tout au moins quelque chose qui a déjà bouclé la phase des financements. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que le citoyen lambda ne peut pas se mettre dans la posture de donner des détails. Puisque nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, nous ne savons pas où est-ce que ça en est pour le moment. On nous dit juste, attendez, juin 2018, les projets vont commencer. On attend. Est-ce qu'on a autre choix que d'attendre? Est-ce que vous pensez exactement comme le député Guy Mitakwa qui dit que c'est un gouvernement maquette? Non, je n'aime pas trop la gouvernance par les slogans, la gouvernance par les titres, par les petits sobriquets. Je suis personnellement, je me considère comme comptable du bilan de ces régimes parce que j'ai milité pour une alternance en 2016. J'ai milité pour qu'un autre régime vienne s'implanter. Donc, aucun citoyen ne peut souhaiter que un gouvernement ou un dirigeant échoue, puisque l'échec sera subi par les citoyens. Nourdine Saka Saleh, en 2015, vous avez écrit, comme vous l'avez l'habitude de le faire d'ailleurs, vous avez prophétisé en disant que le président qui va faire les réformes sera un président impopulaire. Aujourd'hui, le président Patrice Talon, il est impopulaire, ce qui n'est pas en train de donner raison à vos écrits de 2015. Alors, une petite clarification. Ce n'était pas une prophétie, c'était juste une analyse qui a été faite sur la base de notre comportement socio-électoral. C'est une analyse qui a été faite sur la base de ce que nous avions comme régime à l'époque. Et je ne sais pas si le président Patrice Talon est impopulaire. Ça, c'est vous qui le dites. Je n'ai pas pour habitude d'aller parler de nos dirigeants avec l'opinion publique. Je me fais mes opinions moi-même. Je peux comprendre, moi, Nouroudine Saka Saleh, les réformes qui sont utiles et préalables. Je peux les comprendre. Peut-être parce que je ne suis pas exposé socialement, économiquement aux réformes. Mais je peux aussi comprendre l'impatience et la petite crainte de certains corps constitués que ces réformes-là ne leur soient pas favorables. Je prends un exemple très simple. La question du droit de grève. Tout étudiant normal de deuxième année de droit viendra vous dire ici que la loi est soumise à la Constitution. Et qu'une loi ne peut donc pas venir remettre en cause une disposition constitutionnelle. Donc le droit de grève qui est garanti par la Constitution ne peut pas être supprimé. La Constitution donne seulement la possibilité à la loi d'aménager. C'est-à-dire que l'exercice du droit de grève se fait dans les conditions édictées par la loi. Les conditions édictées par la loi supposent que le droit de grève
subsiste de toute manière. Donc la loi ne peut pas venir supprimer quelque chose qu'on lui demande d'organiser. On vous demande d'organiser la construction d'une maison, on ne vous a pas demandé de venir supprimer la construction de la maison. Donc, la question du droit de grève aujourd'hui, vous voulez supprimer le droit de grève, qui reste et demeure le seul moyen de contestation ou pour les fonctionnaires. Nous sommes un pays à majorité fonctionnaire. Le secteur privé au Bénin est très peu développé, ce qui cause des problèmes au niveau de l'emploi des jeunes, par exemple. Si le secteur privé était très développé, on n'entendrait pas beaucoup parler de grève. J'ai toujours travaillé dans le secteur privé. Je suis victime des grèves de transport. Je suis victime des grèves dans les tribunaux, mais je ne suis jamais allé en grève. Parce que dans le privé, c'est des données qu'on ne connaît presque pas. Donc, on est un pays à majorité fonctionnaire et vous voulez supprimer le droit de grève, supprimer la seule possibilité pour des personnes de contester ou de revendiquer. C'est normal que dans le même temps, on entende parler de la revalorisation des salaires des personnes politiques, c'est-à-dire les membres des cabinets ministériels, le préfet, les ministres, dont les salaires ne sont toujours pas connus. Puisqu'il y a une omerta là-dessus, la Cour constitutionnelle a demandé au ministère des Finances de donner en fait les salaires des ministres, mais jusque-là, silence plat. Donc, je peux comprendre que ça laisse un malaise et que personne ne soit enclin à exécuter ou à respecter sans rechigner les décisions qui sont prises par le gouvernement, parce qu'on a l'impression que le gouvernement demande à une certaine frange de la population de consentir des sacrifices, de faire des efforts, de serrer la ceinture comme il se dit, mais que le gouvernement est prêt à faire des efforts pour certains postes politiques et certaines personnes politiques. Personne ne peut accepter ça, surtout pas ceux qui sont la cheville ouvrière, c'est-à-dire les fonctionnaires. Donc dire aujourd'hui que le président est impopulaire, je ne sais pas. Il faudra forcément attendre une élection ou un autre baromètre populaire pour en juger. Mais on peut, sans être hypocrite, constater qu'il y a une certaine tendance à la radicalisation de certains acteurs et la radicalisation aussi des pouvoirs publics. Alors que l'État, c'est l'administration. L'État, c'est aussi le pouvoir politique. Donc, il faut forcément qu'on trouve un moyen de concilier les intérêts et les impératifs de chacun des acteurs, qui chacun, somme toute, est dans son rôle. Le gouvernement est dans une logique de restriction budgétaire. Il est dans son droit de dire qu'il n'y a pas assez de ressources pour satisfaire aux revendications des syndicalistes, mais les syndicalistes aussi, les fonctionnaires, sont dans leur droit de dire que ce que nous avons pour affronter le quotidien, ce que nous avons pour assumer les besoins fondamentaux de nos familles n'est pas suffisant. Donc, personne n'a tort, personne n'a raison. Chacun utilise les armes qui sont en sa possession. Le gouvernement, c'est sa fermeté. Les fonctionnaires, c'est naturellement leur possibilité d'aller en grève pour manifester leur désapprobation face à ce qu'ils considèrent comme un passage en force du gouvernement. Nouroudine Saka Saleh, vous êtes juriste, d'accord, mais est-ce que, parce que le droit de grève est un acquis constitutionnel, est-ce que cela voudra dire qu'il faut toujours en abuser comme ça se fait dans nos administrations? Ah, mais justement, ce sont les abus qui doivent être contrôlés par le biais de la loi. Mais je pense qu'ici, personne ne va en grève parce qu'il est content. Je pense qu'on peut au moins s'entendre sur ce fait-là, que les gens ne vont pas en grève par plaisir. Les gens vont en grève quand il y a quelque chose à revendiquer. Je suis tenté, comme vous, de dire qu'il y a un abus, mais est-ce que nous nous sommes mis à la place de ceux qui sont en train d'exercer ce droit de grève? Est-ce que nous sommes... Je sais que vous, les étudiants, aujourd'hui, vous êtes en grève. C'est les étudiants qui sont en grève. Ici, c'est la radio et puis ici, non. les journalistes, pas ici. Vous êtes étudiant, d'une certaine manière. Vous avez vécu. J'ai été étudiant. J'en suis sorti. Les étudiants sont en grève. Est-ce que les étudiants vont en grève par plaisir? On va vous poser la question tout à l'heure en fin d'émission. Vous allez vous prononcer sur la grève à l'université. Oui, est-ce que dans le secteur de la santé, dans le secteur de la justice, est-ce qu'il faut toujours permettre à ces agents-là de toujours continuer à aller en grève de façon tous azimuts? Mais la grève peut et doit être conciliée avec le droit d'autrui. C'est-à-dire, la grève peut exister, la grève peut se faire dans le cadre du respect des droits fondamentaux aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas permettre à des agents de santé de gréver de manière à mettre en péril la vie des citoyens. Alors, c'est la responsabilité de chaque acteur qu'il faut appeler. Ce n'est pas dire il faut interdire le droit de grève. Non, il faut permettre aux gens de contester. Il faut permettre aux gens de revendiquer. C'est par la grève aujourd'hui qu'on a obtenu le paiement du salaire. Les salaires n'étaient pas payés quand l'être humain a commencé à travailler. On est parti de l'esclavage déjà.
on est allé ensuite à l'exploitation, dans ce qu'on a connu, ce qu'on appelle la révolution industrielle. Voilà. Donc, c'est la grève qui a permis, en fait, aux femmes aujourd'hui de pouvoir voter. C'est la grève qui a permis aux femmes de mettre le pantalon. C'est la grève qui a permis à certains de ne pas faire travailler des enfants, même si ça se voit dans d'autres pays. Donc, les manifestations syndicales, les manifestations, les revendications socio-professionnelles ne sont pas mauvaises. Mais il faut appeler à la responsabilité de tous les acteurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui grève doit avoir à cœur le fait que la grève peut porter préjudice à sa famille. Le fait que la grève, surtout dans le domaine de la santé et de l'enseignement, j'ai connu ce qu'on appelle l'année blanche en 89. Peut-être que si je n'avais pas connu cette année blanche-là, je serais peut-être à un niveau plus élevé aujourd'hui. Donc j'estime, tout en comprenant le sort de nos enseignants, ceux qui nous donnent ce que nous sommes aujourd'hui, ceux qui font de nous ce que nous sommes, ceux qui nous dotent des capacités intellectuelles que nous avons, puisque nous aspirons tous, d'une certaine manière, à décider pour notre pays, je peux comprendre que ceux-là, aujourd'hui, soient dans une situation de détresse qui ne leur permettent pas de continuer à croiser les bras et à se taire. J'ai entendu parler assez récemment d'une décision du Conseil des ministres qui a parlé de quelque chose que je trouve totalement triste et malheureux. Le directeur limogé. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est réel, mais si c'est réel, ça appelle en moi deux types de sentiments. D'abord, l'indignation. Si c'est réel que ces personnes-là en sont arrivées à ces actes, je ne veux même pas citer les types d'actes. Si c'est vrai que ces personnes-là, que moi je considère comme étant nos seconds parents après notre foyer mononucléaire, en sont arrivés là, c'est de l'indignité. Mais si c'est vrai qu'ils en sont vraiment arrivés là, c'est que c'est d'une tristesse dans le sens où ils sont réellement dans une situation aussi misérable pour les amener en fait à poser certains actes. Quelqu'un qui soustrait de la nourriture, c'est tout sauf un voleur, d'après moi. C'est tout sauf un voleur. Parce que ça veut dire que la personne veut satisfaire son besoin primaire, c'est-à-dire se nourrir. Et j'espère que la situation de nos enseignants n'est pas encore arrivée à ce niveau de drame pour qu'ils puissent s'illustrer dans ce type d'actes. Pour le moment, le gouvernement, qui est une instance solennelle, a émis son opinion là-dessus, a pris les décisions, a pris les sanctions. Mais j'attends que cette affaire soit vraiment tirée au clair pour juger si les enseignants se sont comportés de manière indigne ou s'ils ont été amenés à ces actes-là par une nécessité alimentaire, ce qui serait vraiment une humiliation pour notre pays, pas que pour les enseignants, pour notre pays. Parce que pour qu'un enseignant en vienne à soustraire de la nourriture, c'est qu'on est arrivé vraiment à un niveau de détresse économique et même sociale. Si le gouvernement arrive à publier le nom de ceux-là, est-ce que le gouvernement n'a pas mal fait? On devait attendre la justice délibérée là-dessus, non? Non, le gouvernement n'a pas mal fait si on part du principe que c'est un acte indigne. D'accord? Mais le gouvernement aurait pu faire la même chose dans les autres cas. Je vous prends l'exemple de la question de la surfacturation qui a été révélée par l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. À ce niveau-là, on n'a pas vu de nom qui est circulé. On n'a pas vu. On a saisi directement le procureur. Voilà. Donc, je pense que si il n'y a pas de petit vol, qui vole un œuf, volera un bœuf. Si quelqu'un a volé du riz et de l'huile, et qu'on publie son nom, c'est-à-dire qu'on prend le risque d'entacher son honorabilité et l'honorabilité de ses enfants, je ne vois pas pourquoi on ne publierait pas non plus la possibilité de sanctionner des actes, même si l'acte n'a pas été par le fait que la réception des motos n'a pas été faite. Mais l'intention est là. L'intention, c'est ce qu'on appelle en droit le commencement d'exécution. La tentative a été avortée par le fait qu'un élément extérieur est venu empêcher la réception, puisque de ce que j'ai compris, de ce que Jean-Baptiste Elias, je crois, a dit, c'est que le ministère était en train d'aller vers la réception des motos. Donc peut-être que l'affaire, elle n'aurait pas éclaté, que les motos auraient été réceptionnées et l'infraction consommée. Voilà. Chers amis auditeurs, si vous nous suivez sur la 108.0 FM, sachez que vous êtes sur Radio Univers et c'est votre émission Sans Détour qui passe en ce moment. Une émission en direct sur a.cotonou.com et sur la page Facebook de Awisi Web TV. Cette émission se poursuit. Samia Salem Zounton. Sans de sujet, on va parler cette fois-ci des réformes politiques. Mais on rappelle à nos chers amis auditeurs qui peuvent nous envoyer leurs différentes préoccupations via le 96 01 79 69. Je rappelle 96 01 79 69. Pas d'appel, mais seulement les messages SMS et WhatsApp. Noureddine Saka Saleh, on parle du réforme du système partisan. Il y a eu un séminaire récemment lors de l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2018. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé que cette loi-là sera étudiée par les parlementaires. Est-ce que vous trouvez opportun aujourd'hui de réformer le système partisan béninois?
Alors, si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qui est mis dans le système partisan, je comprendrais beaucoup mieux. De ce que j'ai vu, comme la plupart des lois qui sont adoptées actuellement, c'est plus le côté répressif et le côté épouvantail qui est mis en avant. On ne met pas en avant les côtés bénéfiques. On met beaucoup plus en avant le côté épouvantail. Je vais vous donner 3 lois qui ont été adoptées. Le code sur le numérique. Qu'est-ce que vous avez retenu du code sur le numérique? Ça nous concerne directement. C'est un bon exemple, vous prenez, allez-y. C'est pour ça que je prends cet exemple. Qu'est-ce que vous en avez retenu, sauf les menaces qui sont faites par les réseaux sociaux, comme quoi si vous dites quelque chose, vous serez arrêté? Est-ce qu'on vous a dit que le code numérique va peut-être permettre de développer le secteur de l'économie numérique au Bénin? On vous présente la loi comme étant la possibilité de sanctionner tous ceux qui font ce qu'ils appellent intoxication sur les réseaux sociaux. Pourquoi ils ne présentent pas un autre côté plutôt bénéfique et économique de la loi et ils présentent plutôt le côté répressif? Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, la loi sur les sachets plastiques. L'application doit commencer bientôt, on est en train de finir les 6 mois. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez retenu de la loi sur les sachets plastiques? Allez-y. On vous balance seulement que les sachets seront bientôt interdits. Pourquoi cette loi n'aurait pas pu être orientée dans un sens où on dit on va permettre en fait aux jeunes artisans qui s'essayent dans la fabrication d'emballages autres que plastique de se développer? Est-ce que dans cette loi vous avez vu des allusions en fait aux bienfaits économiques que peut impacter cette loi-là sur l'activité économique? Par exemple, l'implantation d'industries au Bénin. Non. L'environnement aussi. L'environnement. On nous présente seulement la loi sous son côté répressif. C'est un peu comme si on voulait juste donner du boulot à certaines personnes pour aller réprimer. Troisièmement, la loi sur le système partisan. Depuis que je me suis annoncé candidat, je reçois beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels de partis politiques qui me disent « Fais attention, si tu ne rejoins pas un gros parti politique, tu ne pourras pas être élu. Et la réforme du système partisan va se faire bientôt. Si tu n'es pas dans un gros parti politique, tu ne pourras pas être porté aux élections. » Pourquoi on me présente cette réforme du système partisan seulement sous cet aspect? C'est-à-dire comme une certaine intimidation. On veut de grands blocs, non? Le gouvernement dit qu'on veut de grands blocs politiques, on veut plus des partis plus claniques, régionaux. Le premier échec du gouvernement, si c'est une initiative gouvernementale, le premier échec sera que le bloc de la majorité présidentielle sorte de cette réforme-là en plusieurs partis politiques. Si le bloc de la majorité présidentielle ne sort pas avec un seul parti, ce sera le premier signe de l'échec de cette réforme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si on veut sortir de la gestion clanique et autres des partis politiques et qu'on initie un projet de loi qui doit amener à un certain regroupement et qu'on ne crée pas soi-même un seul regroupement politique, c'est le signe qu'on est le cordonnier le plus mal chaussé. Pour moi, la réforme du système partisan, on n'a pas besoin d'une nouvelle charte. Celle que nous avons est déjà... Très bien fait. Elle pose déjà les bases de ce qu'il faut. On n'a pas besoin aujourd'hui qu'on change la loi ou qu'on impose à certains partis politiques un regroupement. Les alliances se font déjà. Les alliances se font naturellement, même si ce ne sont que des alliances circonstancielles. Mais le politique, c'est de nature circonstancielle. Nous ne sommes pas encore arrivés à un stade où l'idéologie peut primer. Non. Je me suis annoncé candidat à Cotonou. La première réaction que tout le monde a, c'est pourquoi tu ne te présentes pas au Nord? Pourquoi? Parce que dans l'habitude politique au Bénin, c'est qu'on se présente souvent dans la région de laquelle on est originaire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire campagne en français. On doit faire campagne dans la langue que les gens comprennent. Vous arrivez à parler fond au moins parce que vous êtes candidat à Cotonou? Testez-moi, vous allez voir si je ne comprends pas. Mais est-ce que la 16e... Donc, non, on finit d'abord sur la question de la réforme du système partisan. Oui. Pour moi, une réforme du système partisan devrait pouvoir en fait permettre à tout jeune. Il faut que dans cette loi soit inscrite la possibilité pour toute personne de pouvoir rêver un jour représenter les couleurs du parti dans lequel il s'engage. Moi, j'ai personnellement refusé d'intégrer un quelconque parti politique jusqu'à mon âge actuel. Pourtant, mon père était le secrétaire général fondateur du Phare Alafia, le parti qui a été le plus fort dans le septentrion à l'époque. Pourquoi? Parce que de tout ce que je voyais comme parti politique au Bénin, j'avais l'impression, et ça n'a pas changé, surtout au regard de la dernière élection présidentielle, que
les dés sont déjà connus au sein des partis politiques. Pipé. On sait que le PRD n'aura qu'un seul candidat jusqu'à la fin, c'est-à-dire Maître Adrien Ngwedji. La preuve, la dernière fois que Maître Adrien Ngwedji n'a pas pu se porter candidat, le parti n'a pas eu un candidat, ce qui n'est pas normal à mon sens. Un parti politique doit pouvoir pallier à certains imprévus. Il aurait pu que pendant qu'il avait encore la possibilité constitutionnelle d'être candidat, une maladie, je ne lui souhaite pas, l'empêche de se porter candidat. Est-ce qu'ils ont eu à penser au sein du parti à une certaine relève? Il a réformé les choses, maintenant il a désigné un comité de sages pour... désigner un comité de sages maintenant qu'il ne peut plus être candidat. De sa succession à la tête du PRD. Maintenant qu'il ne peut plus être candidat. J'aurais préféré que cette précaution-là eusse été prise avant, c'est-à-dire en 2016, pour que le PRD puisse avoir un candidat. Puisque l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Idem dans les autres partis. Je veux pouvoir, en adhérant à un parti politique, me dire, un jour, je peux rêver de porter les couleurs de ce parti. Mais j'ai eu l'impression jusque-là qu'il était même interdit à toute personne autre que les fondateurs du parti de rêver représenter ce parti-là à une élection suprême. Je veux pouvoir rêver que dans un parti politique, en militant dans un parti politique, je pourrais un jour me dire l'idéologie de ce parti-là ne va pas changer. Quelles que soient les turbulences politiques, l'idéologie ne va pas changer. Mais je prends encore le cas du PRD. Avant le deuxième tour de la présidentielle en 2016, le candidat c'était Lionel Zinsou. Aujourd'hui, le PRD se retrouve dans la mouvance parlementaire. Léa Dissoglo a été le seul à afficher sa constance dans le choix qu'il avait fait en 2016. C'est-à-dire il a choisi opter pour Lionel Zinsou. Lionel Zinsou n'est pas passé. Il a assumé son rôle d'opposant au régime en place, avec ce que ça lui a coûté comme déconvenu. Donc pour moi, je veux pouvoir me dire, le parti auquel je vais adhérer, je pourrais y rester sans avoir à me couvrir la face demain. C'est pour ça que j'ai dit à toutes ces personnes qui m'appellent et qui me disent que si tu n'intègres pas un gros parti politique, tu ne pourras pas être porté, ainsi de suite, que je ne vais militer que dans le parti que je vais contribuer à construire, parce que j'estime que tout ce que j'observe actuellement n'est pas ce que j'appelle un parti politique. Le seul parti politique que nous avons au Bénin et qui fonctionne réellement comme un parti politique, c'est le Parti communiste du Bénin. Dommage que je ne sois pas proche de leurs idéologies politiques. Même si ici on vous a donné un badge rouge, c'est la couleur des communistes. C'est un peu comme si vous m'invitez à aller par là-bas. Mais pour moi, c'est le seul parti qui fonctionne en termes d'alternance. J'ai connu, depuis que je suis tout petit, des secrétaires généraux se succéder à la tête du PCB. Mais au PRD, combien de présidents vous avez connus au PSD? La RB qui vous a invité à la mairie aussi, ça ne pas, mais vous avez accepté de travailler avec la RB. Ce serait un péché de ne pas vous prononcer sur la RB. Ce n'est pas la RB qui m'a invité à la mairie. Mes relations avec Léa Dissoglo datent de 2013. La première fois qu'il m'a approché pour me proposer de collaborer avec lui, c'était en 2013. Mais à l'époque, je ne voulais même pas participer à quoi que ce soit dans la gestion publique. Donc en 2017, après mon départ du cabinet du ministre d'État, 6 mois après, il voulait refaire son cabinet. Et il m'a sollicité, il m'a demandé de l'accompagner comme conseiller technique juridique. Et je lui ai dit non. Conseiller technique juridique, j'avais refusé la même proposition auprès du ministre d'État Abdoulaye Biotchane parce que je trouvais que dans une administration, un juriste d'affaires, c'était pas forcément l'endroit où il pouvait s'éclater le mieux. Donc, je lui ai dit, je préfère plutôt une fonction qui me permette de mener mes activités privées en parallèle, sans me mettre en situation de conflit d'intérêts. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté d'accompagner le maire de Cotonou. Et le maire de Cotonou n'est que l'émanation des conseillers municipaux. C'est pour ça, souvent, que je m'amuse à dire à tous les conseillers que je rencontre, vous étiez mes patrons. Donc, le maire, c'est l'organe exécutif. Donc, ce n'est pas la RB. Je ne suis pas militant de la RB. Je ne suis militant ni de la RB, ni d'aucun parti politique. Donc, je suis allé à la mairie parce que, intellectuellement, je vais vous dire, intellectuellement, c'était quelque chose d'intéressant et de stimulant pour moi. Je voulais voir ce qu'allait donner la collaboration entre un maire qui a, excusez-moi le terme, les couilles de dire qu'il est opposant et le pouvoir en place qui n'est pas en odeur de sainteté avec lui. Je voulais voir comment la collaboration allait se faire. Et j'ai vu pendant 6 mois qu'il n'y avait eu que des blocages institutionnels. Et je me suis dit, mais à quel moment est-ce qu'on parle des populations? À quel moment est-ce qu'on met en avant les intérêts des populations? Parce que j'ai vu que tous les projets qui avaient été initiés par la mairie butaient souvent sur cette question du conflit entre le maire et le pouvoir central. Non, mais est-ce que les propositions du maire Léadi étaient en conformité avec l'idéologie du gouvernement en place? Oui, même s'il n'y avait pas conformité, je n'en sais pas grand-chose. Même s'il n'y avait pas conformité, il y avait tout un autre moyen que le blocage
il y avait des discussions. Je vous prends l'exemple du Grand Nokoué. Dès que la question du Grand Nokoué a été soulevée, moi, j'avais dit au maire, le projet tel qu'envoyé à la mairie ne peut pas être signé en l'état. Parce que ça impliquait en fait un endettement des communes sans pouvoir contrôler en fait l'endettement réel. C'est-à-dire que l'État central allait s'engager pour les communes et les communes allaient participer au remboursement. Donc ça allait réduire en fait les capacités de développement des infrastructures par la mairie. Et j'ai dit au maire, allez aux discussions. Donc la première question que je lui posais, à chaque fois qu'il revenait des discussions, des négociations avec l'État, c'était que j'étais conscient qu'il y avait quand même une dimension politique. Et je lui demandais à chaque fois, avant qu'on avance sur le côté technique, dites-moi quelles sont les concessions que vous avez faites au gouvernement. Dites-moi quelles sont les concessions sur lesquelles vous vous êtes entendus. Parce que je savais qu'il y avait forcément des négociations politiques à faire. Ok ? Donc pour moi, j'étais plutôt aux premières loges pour voir comment fonctionnait un antagonisme politique entre la mairie, portée par le maire, et le pouvoir central. Et je voulais voir si nos autorités politiques allaient pouvoir se dépasser et se mettre au-dessus de ces petits clivages politiques et aller plutôt dans le sens des réalisations. J'ai vu qu'il y avait toujours des conflits à tous les niveaux. Même les contrats qui étaient régulièrement, les appels d'offres qui étaient régulièrement signés et validés étaient bloqués. Parce que, et en temps, vous avez vu à Cotonou, il y avait un amoncellement d'ordures, ainsi de suite. Aucune société privée ne va travailler sans être payée. Le gouvernement même a dû ensuite réquisitionner la société qui avait été adjudicataire de la collecte des ordures pour qu'elle travaille sans être payée. C'est ensuite que ça a été régularisé par la suite. Nourdine Sakassala, est-ce que vous êtes en train de nous révéler sur cette émission qu'au sein de ce niveau de gestion de l'État, on s'occupe plus des conflits entre personnes que de satisfaire les populations? Est-ce que vous-même, vous avez eu l'impression que les conflits politiques étaient en second plan? Absolument pas. On avait plus l'impression que la bagarre entre les institutions politiques qu'est l'État central et la mairie était plus mise en avant parce qu'on voyait très bien, on a vu sur les réseaux sociaux comment la cabale a été faite. On a vu la décision de révocation du maire est une décision politique. Elle a été prise par le pouvoir politique. Donc on ne peut pas dire que c'est dans un sens où les conseillers ont retiré leur confiance comme dans les autres communes où ça se passe. Là, c'est le gouvernement qui a décidé de révoquer le maire. Non, mais est-ce que les visions du maire Léali Soglo étaient des visions très objectives, des visions de développement? Votre question est un peu partiale. C'était un peu partial. Parce que pour moi, on a vu Père Soglo et le fils gérer la mairie pendant 12 ans, mais les problèmes d'inondation, les problèmes de gestion de tas d'ordures n'ont pas été réglés. Qui peut régler les problèmes des inondations à Cotonou? La question. Non, je vous renvoie aussi la question. Qui peut régler la question de l'inondation à Cotonou? Invitez un géographe sur votre plateau, il va vous dire que Cotonou est déjà mal parti dans la lutte contre les inondations. Tout sera mis en place, tout pourra être fait pour réduire en fait l'impact. Mais régler définitivement la question des inondations, je le souhaite, mais je ne pense pas que ce soit réalisable. Parce que, comme j'ai dit, un géographe serait ici, qu'il vous dirait que c'est quelque chose qui ne pourra pas être facilement fait. Donc, est-ce que c'est du fait de la gestion que les inondations perdurent à Cotonou? Donc, autant aller demander à la pluie d'arrêter de tomber à Cotonou. D'accord. Nous allons passer à un autre sujet. Parlons maintenant sur la question de la réforme du système partisan. Oui, je voudrais rajouter que la réforme du système partisan devrait pouvoir aboutir à la possibilité pour un parti politique d'être financé de manière claire et transparente. Le financement public, moi personnellement, je n'y suis pas favorable. Le financement public, puisque le pouvoir exécutif est celui qui va financer les partis politiques. Donc il y aura toujours, n'attendez jamais d'un pouvoir exécutif qu'il soit le plus juste et équitable à l'égard de tous. C'est-à-dire, un pouvoir politique aura toujours de l'opposition. Et si le financement des partis politiques doit venir de ces pouvoirs publics, il y aura toujours des moyens de contraindre certains à aller dans le sens du pouvoir exécutif. Donc vous voyez une sorte de régent, on veut tenir les opposants par la non, pas qu'on veut les tenir forcément, mais il y aura toujours la possibilité, si l'intention est de tordre le cou à cette loi, ce sera fait. Ça pourra être fait. Donc, je veux qu'on arrive aujourd'hui à un système où des entrepreneurs privés peuvent se décider à financer un parti politique. C'est-à-dire que l'entrepreneur privé a d'abord une opinion politique avant d'être un entrepreneur. Mais nous sommes dans un pays où la plupart des sociétés ne sont tributaires que des marchés publics. Donc, dans ce cas-là, comment vous voulez qu'un entrepreneur affiche son opinion politique si son marché public peut être mis en cause le lendemain?
Ce qui fait que nos députés, la majorité, ce sont des opérateurs économiques qui, plutôt que de compter sur des hommes politiques qu'ils vont aider à aller à l'Assemblée pour qu'ils les défendent, pour qu'ils leur jouent un rôle de lobbyiste politique et défendre en fait les lois de finances, je suis surpris que les lois de finances soient adoptées après que la vulgarisation soit faite aux entreprises. C'est plutôt les entreprises qui doivent influer sur la loi de finances, puisque ce sont les entreprises qui contribuent à l'économie nationale. Donc, la plupart du temps, on a des députés qui sont des opérateurs économiques qui vont à l'Assemblée nationale, justement pour avoir des leviers de pression sur le pouvoir exécutif, pour ne pas avoir à payer d'impôts, ainsi de suite. Ce qui fait que nous avons des députés... Pour avoir les marchés aussi. Je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites. Voilà. Nous, vous parlez des députés, vous voulez être un aussi, pourquoi? Alors... Pour être honnête avec vous, ce n'est pas une idée qui m'est venue seulement récemment. Je suis membre fondateur d'une association qu'on appelle Cap Jeunes et qu'on a mise en place en 2009 pour inciter en fait les jeunes à s'intéresser à la gestion publique. Les jeunes et en majorité les femmes. Parce que on avait diagnostiqué à l'époque que les femmes se tenaient beaucoup à l'écart de la gestion publique. Est-ce que c'est par pudeur ou autre chose? Je ne sais pas. Donc, nous avions commencé depuis 2009 avec des amis comme Lionel Chobli, Amir Ali et ainsi de suite pour commencer à intéresser les jeunes à la gestion de la chose publique. C'est-à-dire que nous avions commencé à dire aux jeunes, qu'est-ce qui vous empêche, vous par exemple, d'être des élus locaux? Qu'est-ce qui vous empêche, vous qui êtes assis à la table avec moi, de vous porter candidat pour être élu dans votre quartier? Ça vous permettra de vous mettre au niveau même de la décision dans votre environnement immédiat. Mais nous avons toujours la fâcheuse tendance de nous dire que la politique c'est sale. La politique c'est sale. Pourtant c'est la politique qui décide de ce que nous faisons. La preuve, c'est les politiques qui ont voulu retirer le droit de grève. S'il y avait beaucoup plus de gens qui étaient contre le retrait du droit de grève, la loi n'aurait même pas été adoptée. Donc, en disant chaque fois que la politique c'est un milieu sale et que nous voulons nous en tenir à l'écart, c'est que nous choisissons de laisser les places vides justement à ceux qui peuvent aller les occuper et salir la politique. Quand vous descendez dans l'arène pour nettoyer l'écurie, je peux vous dire que je peux me tenir loin de la vie du Bénin. C'est-à-dire que je ne gagne pas ma vie au Bénin. La plupart de mes clients sont situés à l'étranger. Mais je vis au Bénin, je gagne mon argent à l'étranger et je le dépense au Bénin. Donc je contribue à l'économie nationale. Je ne veux plus que ce que je contribue à l'économie soit utilisé à mauvais escient. Et je me suis dit, comment faire sinon aller à la décision politique, aller à l'Assemblée nationale ou à la mairie. Mais je me suis dit, bon, au niveau local, je me trouverais un peu moins à même de porter mon action parce que la décentralisation au Bénin, ce n'est qu'un leurre. Oui, je l'assume, puisque j'ai été à la mairie pendant 6 mois. Je peux vous dire aujourd'hui que la décentralisation au Bénin n'est pas encore effective, puisque unicité de caisse oblige, le budget de la mairie est au trésor. Donc si le gouvernement veut bloquer les activités de la mairie, il peut le faire, puisque le gouvernement a la main sur le trésor public. D'accord, Nouroudine Sakassali, il nous reste 4 minutes pour finir. Nous allons aller à l'essentiel. Quelles sont vos propositions de loi une fois que vous serez élu député? Et d'abord, quelle serait la liste sur laquelle vous allez vous présenter? Commencez d'abord par voter si vous savez. J'espère que chacun de vous s'est mis à jour par rapport à la liste électorale, par rapport à tout ce qu'il faut. On parle de RAVIP aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je me suis inscrit au RAVIP. J'espère que vous aussi. Alors, je ne vais pas donner mes idées au gouvernement ou bien aux actuels députés, puisqu'ils sont encore là pour 1 an. Mais je peux vous dire d'ores et déjà, étant dans l'équipe de campagne de ABT, j'avais déjà initié certains projets qui devaient être déclinés sous forme de propositions de loi ou de projets de loi. Le premier, c'était un droit opposable à l'information pour les gens de la presse comme vous, pour que une information ne soit plus secrète. Quand elle touche à l'opinion publique, qu'elle ne soit plus secrète. C'est-à-dire que les débiteurs de cette information, par exemple sur la question des salaires des ministres, normalement les journalistes devraient pouvoir opposer un droit aux autorités administratives et dire voilà, nous avons le droit de savoir combien sont payés les ministres ou les préfets. Sous notre tropique, c'est pas et que ça arrête en fait de faire valoir ce qu'ils appellent eux-mêmes intoxication. C'est de l'absence d'information que vient l'intoxication. Une fois que vous avez clarifié les choses, vous voyez qu'il n'y a plus d'intoxication. Donc c'était une des propositions de loi. La deuxième proposition, c'était naturellement, et je vais peut-être vous choquer, une proposition de loi sur l'orientation et l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'au Bénin, en majorité, les étudiants s'orientent dans les formations sans savoir concrètement pourquoi elles les font. Pourquoi ils les font. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants. Il faut avoir des diplômes, non? Et puis après, on va... J'ai organisé... C'est l'erreur à commettre.
C'est la pratique au Bénin. C'est l'erreur à commettre. J'ai organisé ici, avec un ami, en 2011, un salon de l'emploi et du recrutement. Et on a fait des ateliers. On a échangé avec les étudiants. Il y en avait beaucoup qui étaient dans des filières, mais qui ne savaient pas pourquoi ils y étaient. La proposition de loi, et si je suis à l'Assemblée, la première, c'est une proposition de loi qui va permettre en fait à tout apprenant, à partir de la classe de 3e, de pouvoir compter sur les institutions, c'est-à-dire tous les corps constitués, pour qu'on lui dise quelles sont les formations qui sont susceptibles d'amener à l'emploi. Nous n'allons plus dans la possibilité de remplir les universités. Il y a des formations qu'il faut fermer. Des formations... Carrément. Oui, honnêtement. Anglais aujourd'hui, à quoi ça sert à l'université ici? Ceux qui font anglais ou lettres modernes ou autre chose. On n'a pas assez de profs d'anglais. On n'a pas assez de profs de français. Donc pour moi, il faut une proposition de loi qui permette déjà de créer un statut à l'étudiant avec des avantages sociaux, de créer une possibilité pour l'étudiant de savoir par exemple quels sont les secteurs qui sont porteurs d'emploi et d'orienter toutes ces personnes-là en cas d'échec scolaire ou en cas d'insertion professionnelle non réussie. Nous, on nous dit qu'on doit rendre l'antenne dans quelques secondes. Sur quoi comptez-vous pour vous faire élire à Cotonou? J'espère que vous serez disponible à revenir dans nos studios pour opiler sur l'actualité. Sur quoi comptaient les autres candidats quand ils se sont portés candidats? Ceux qui ont été élus pour la première fois n'ont jamais été élus avant ça. Donc pourquoi j'irais avec des handicaps déjà à la base? J'estime que il ne faut pas que les gens se trompent. Je ne suis pas en train d'aller chasser sur les terres des autres partis politiques. Il y a beaucoup trop de citoyens qui ne votent pas au Bénin. Il y a beaucoup trop de jeunes qui ne votent pas. Je vais essayer de leur montrer que la politique peut être sexy, que la politique peut être intelligente, que la politique peut être autre chose que ce que nous avons, des injures entre hommes politiques. Je veux que le Béninois se lève le jour de l'élection pour aller voter pour ce qu'il veut et non pour aller sanctionner quelqu'un. Il va voter pour ce qu'il veut et j'espère que les Béninois pourront s'identifier à certaines personnes et se dire voilà, nous pouvons voter pour ces personnes-là et être sûr qu'ils nous ressemblent. Votre mot de la fin? C'est celui que je viens de dire là. D'accord, merci. Merci à vous, Nouroudine Sakasali Ingrid. Oui, merci à vous, Samuel Salem Zonto. Merci à nos confrères de Awissi Web TV à Cotonou qui nous ont permis de faire la retransmission en direct de cette émission sur les différentes pages Facebook. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis depuis Porto Novo, Ouida, Lokosa, Aboumé Karavi et Cotonou. Merci de nous avoir suivis. Nouroudine Sakasali, merci d'être passé dans ce studio. Mon mot de fin, c'est que c'était trop court. Voilà. Merci à vous d'être venus. Merci à Juste Ebo et à Michael Ada pour la réalisation technique, Ingrid Adovi et Samuel Salem Zonto pour la conduite du débat. On vous retrouve dimanche prochain avec un nouvel invité, toujours avec le même plaisir. Passez une bonne journée dominicale.